Inflation, endettement, changement climatique, révolution numérique, pression démographique, l'Afrique est confrontée simultanément à plusieurs bouleversements majeurs, longtemps perçus comme des facteurs de fragilité. Ces défis pourraient-ils devenir les moteurs d'un nouveau cycle de croissance? C'est précisément la réflexion au cœur de la 4e édition de l'African Economic Symposium organisée par le Policy Center for the New South sous le thème « Transformer les transitions en croissance ». Plus de 200 économistes, universitaires et décideurs issus de 40 pays ont débattu des politiques publiques nécessaires afin d'accompagner la transformation économique du continent. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Oumaima Bourgueba, économiste principale au Policy Center for the New South. Bonjour Oumaima Bourgueba. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Le plaisir est pour nous. Alors, le thème retenu cette année est transformer les transitions en croissance. Pourquoi estimez-vous que l'Afrique se trouve aujourd'hui à un moment charnière de son développement ? Alors, l'Afrique, elle est clairement dans un tournant. Pourquoi ? Parce qu'elle fait face à plusieurs transitions qui se présentent en simultané. On parle de la transition climatique, on parle de la transition démographique, on parle aussi de la transition numérique, mais aussi à tout ce qui se passe à l'échelle mondiale et les tensions commerciales. Donc, ces transitions qui se passent, elles redéfinissent la manière dont les pays ils produisent, la manière dont ils échangent, ils financent leur développement et aussi comment ils vont pouvoir apporter des réponses à leur réalité actuelle. On sait tous que le continent il possède des atouts considérables en termes de ressources naturelles. On parle des ressources qui sont estimées à 20 000 milliards de dollars, avec un tiers des réserves des minerais critiques. On a une population jeune, on a un marché africain qui est prometteur, plus d'1 milliard de consommateurs. Donc, tous ces atouts, ils sont là. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut transformer et converger ces transitions vers un développement qui est durable et qui est inclusif. Donc, l'Afrique, maintenant, elle doit non seulement faire face ou subir les mutations mondiales, elle doit plutôt orienter ce qui se passe à l'international vers ses priorités stratégiques également. Dans ce sens, le modèle de croissance africain montre aujourd'hui certaines limites. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels les économies africaines sont confrontées ? Alors, on parle toujours il faut revoir le modèle de croissance des pays africains généralement, mais il faut savoir que l'Afrique, ce n'est pas un seul pays, c'est 54 pays qui sont hétérogènes. Et si on veut voir un peu les tendances globales des principaux pays quand il s'agit de leur modèle de croissance, on voit que les principaux limites, c'est particulièrement un modèle de croissance qui est basé sur l'extraction des ressources naturelles et pas forcément sur la transformation. Donc on a des exportations qui sont peu diversifiées, qui sont peu transformées et donc on a moins de valeur ajoutée locale, moins de création d'emplois formels. L'autre question, c'est la dépendance aux importations, que ce soit alimentaire, énergétique et industrielle. Et ça aussi, il est lié aussi à la capacité productive locale, à la capacité de pouvoir accompagner toutes les transitions dont on avait parlé. Et donc, c'est une question qu'il faut vraiment revoir, et particulièrement comment redimensionner, comment refaçonner le modèle de croissance économique. La deuxième dimension, c'est plutôt macroéconomique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut revoir en fait le problème de l'inflation qui est devenu un phénomène structurel plutôt que cyclique. Et ça aussi, il est lié à la nature de nos importations qui sont dépendantes des tensions à l'international. Là, notre point, c'est la pression démographique. Si on prend par exemple un chiffre, on a 10 à 12 millions de jeunes Africains qui rentrent dans le marché de travail avec uniquement 3 millions de créations d'emplois formels. Donc comment est-ce qu'on peut
façonner, est-ce qu'on peut transformer ce dividende démographique pour ne pas pouvoir se transformer vers un fardeau plutôt social. D'autres questions pour développer le sujet plus en profondeur. Et justement, vous parlez de dépendance et les économies africaines restent fortement exposées aux chocs extérieurs, hausse des taux d'intérêt, volatilité des prix des matières premières. Comment renforcer leur résilience ? La première réponse pour renforcer la résilience, c'est réduire les dépendances. Et comme j'ai parlé, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut réduire l'indépendance en matière d'importation des produits essentiels, donc à travers éventuellement l'amélioration des capacités productives, de compétences, etc. Là, le deuxième point, c'est aussi les exportations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir un tissu productif qui est compétitif à l'international. Sur le plan macroéconomique, si on veut parler de ça, ça va être la question de coordination en termes de coordination plutôt que quel instrument conventionnel à utiliser. C'est-à-dire que la politique monétaire et la politique budgétaire, ils doivent aller ensemble pour ne pas contraindre l'objectif, par exemple, de la politique monétaire qui est la stabilité des prix ou bien l'objectif de stabilisation de la politique budgétaire en termes de soutenabilité de la dette. Donc, dépendance en termes d'importation et diversification des exportations et aussi sur le volet macroéconomique, essayer d'avoir une coordination entre les deux politiques et assurer que la coordination se passe de manière très fluide. Et justement, la question de la dette reste particulièrement sensible. Le véritable problème est-il le niveau d'endettement ou la qualité de cette dette ? Je dirais clairement c'est la qualité de la dette parce qu'il faut dire que la dette en soi, intrinsèquement, ce n'est pas quelque chose de négatif. Elle peut être un catalyseur de développement si on l'oriente plutôt vers des investissements qui sont productifs, vers l'accompagnement des politiques sociales qui vont pouvoir améliorer le capital humain qui est un facteur important dans la production de richesses. Donc finalement, ce n'est pas vraiment la quantité de la dette, mais c'est vraiment la qualité de cette dette. Elle est orientée où ? Donc on distingue entre une bonne dette et une mauvaise dette. La bonne dette, c'est comme je vous ai expliqué, elle est orientée vers des investissements productifs dans les infrastructures qui vont pouvoir attirer des investissements privés. Et la mauvaise dette, c'est la dette qui va juste financer le service de la dette, les dépenses courantes. Et donc finalement, il ne va pas se transmettre en termes d'investissements qui sont plus productifs. Et son accumulation ne va que impacter la soutenabilité finale de la dette. Et pendant longtemps, plutôt, l'Afrique était essentiellement analysée sous l'angle de ses difficultés. Aujourd'hui, parle-t-on davantage des leviers de croissance que des contraintes ? Pardon, je ne vous ai pas entendu. Je vous disais que pendant longtemps, l'Afrique était essentiellement analysée sous l'angle des difficultés. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle davantage de leviers de croissance que de contraintes ? Oui. En fait, pendant ces 2 jours de discussion et d'échanges avec plusieurs speakers pendant la 4e édition de l'Africa Economic Symposium qui est organisée par le Policy Center, en fait, il y a eu un changement de ton et de narratif. On est plutôt orienté vers comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur parti des atouts que nous avons, dont j'ai parlé au début, les ressources naturelles, la jeunesse, le numérique, et le climat, etc. Donc comment tirer le meilleur parti ? Maintenant, ça ne doit pas rester ici, c'est-à-dire que ça ne doit pas rester dans la rhétorique du potentiel. Ça doit plutôt aller au-delà de ça, c'est-à-dire, bien sûr, on a le potentiel. Il faut comment assurer une meilleure conversion de ce potentiel pour améliorer le développement économique en Afrique. Et tout cela, ça passe bien entendu par des politiques publiques, par de meilleures politiques publiques, par une gouvernance solide et par aussi un financement qui est adapté. Oui, et le financement justement du développement revient dans plusieurs sessions. L'Afrique souffre-t-elle davantage d'un manque de ressources ou d'un problème d'accès au financement ? Je dirais plutôt un problème d'accès et de coûts, mais aussi un problème interne dans les pays africains.
d'accès et de coût parce que si on voit par exemple les pays africains qui s'adressent au marché international, le coût de l'endettement il est vraiment élevé. Si je ne me trompe pas, c'est entre 7 et 10%. Et donc c'est un fardeau pour les gouvernements en termes de financement. Le deuxième point, c'est en interne, c'est-à-dire comment est-ce que les pays africains ils peuvent déployer des instruments en interne pour ne pas travailler qu'avec une certaine dépendance à l'externe en termes d'aide au développement ou en termes de la volatilité des marchés financiers internationaux. Et là, je fais allusion, par exemple, à la réallocation des dépenses publiques. Par exemple, si on réalloue les subventions énergétiques qui peuvent être distorsives vers plutôt des politiques sociales ciblées, des transferts financiers ciblés aux populations dont ils auront le plus besoin. Donc ça va avoir un impact qui est réel. Le deuxième levier sur lequel aussi on peut travailler, c'est la gestion des flux financiers illicites et qui représentent, qui peuvent vraiment avoir un impact important sur le budget général ou sur la capacité de financement. Le troisième élément, c'est le fait de développer les marchés capitaux en interne et de mobiliser de manière efficace l'épargne domestique à l'échelle nationale dans chacun des pays africains. Et un dernier point important à soulever, la population africaine. L'Afrique comptera près de 2 milliards d'habitants d'ici quelques décennies. Comment transformer cette dynamique démographique en un véritable dividende économique ? Donc cette question de capital humain, cette question de transition démographique a été vraiment une question qui est transversale et c'est une question qui est liée à chacune des transitions. On ne peut pas parler d'un développement économique sans pouvoir tirer le meilleur parti de la démographie des jeunes et de leur emploi, de leur santé et de leur sécurité sociale. Comme j'ai dit tout à l'heure, le travail c'est un facteur important dans la production de richesse et donc le fait d'améliorer les conditions de la population, que ce soit en termes de santé, en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès au marché de travail, c'est vraiment important. Et donc, les politiques sociales qui doivent être mises en œuvre ne doivent pas être le résultat d'une croissance qu'on a déjà, mais elles doivent être le fondement de cette croissance, c'est-à-dire c'est les politiques sociales qui peuvent contribuer à la croissance et non pas l'inverse, c'est-à-dire avoir la croissance et puis on va investir dans tout ce qui est social. Merci Oumaima Bourliba pour votre temps, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Avec plaisir et